Bonsoir Valérie, ça va? Oui, enchantée d'être avec toi ce soir Merci, et c'est pour avec tous rattraper les la élèves rencontre qui était déjà prévus à l'Arbramo. à la librairie de Rochefort. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà, ce sera pour une prochaine fois peut-être en direct à Volontiers. Rochefort. Ouais. Alors donc, Avec- pour le dernier Syrien, c'est un roman d'inspiration autobiographique, je crois, tu me dis hein, si je me trompe, dans lequel nous plongeons au cœur de la jeunesse syrienne et c'est à l'aube du printemps arabe en Syrie et ça débute en 2011. Pourquoi le dernier Syrien? Est-ce que ça s'est tout de suite imposé à toi, ce titre? En fait, j'ai choisi ce titre parce que, comme vous avez dit, c'est un groupe de jeunes Syriens. Chacun et chacune a son personnage. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans la révolution euh, avec la même opinion contre le régime d'Assad, mais ce qu'ils auraient, ils les il l'a uni ensemble dans ce groupe, c'est la résistance. Mais quelle résistance? C'est la résistance pour vivre librement comme tout le monde sur cette planète. C'est-à-dire, ils n'avaient pas un agenda, ils n'avaient pas un plan, etc. Ils n'avaient même pas des expériences politiques. Donc, chacun et chacune a vécu cette révolution. Par exemple, le personnage principal qui s'appelle Joséphine dans le roman, Oui. qui était l'icône de la révolution, l'icône de la liberté, l'icône de l'espoir, qui réunit les jeunes autour d'elle, qui était forte, elle était vraiment quelqu'un libre. Il y avait aussi son camarade de la Révolution qui s'appelle Youssef, qui était homosexuel, qui filmait les manifestations, filmait les victimes, etc., qui était très courageux aussi. En fait, la révolution la principale pour ces jeunes, c'était aussi contre la société, pas seulement c'était pas seulement une révolution politique. Alors pourquoi le dernier Syrien? Parce que ce qu'il reste de la Syrie, là, aujourd'hui, ça fait presque 10 ans, cette révolution a commencé. On a des centaines de milliers de personnes qui ont été tuées. On a presque la moitié du peuple syrien qui vivent à l'extérieur ou à l'intérieur entre réfugiés et déplacés. On a environ 70 du pays qui s'appelait la Syrie est devenu des ruines. Alors, après toutes ces années, ce qu'il reste, c'est le rêve qui accompagne les Syriens, où qu'ils soient dans le monde entier. Alors, chacun et chacune de ce groupe vit ce rêve à travers ou par sa manière. Et ce qui est aussi incroyable, là, aujourd'hui, ça fait seulement quelques semaines, on revit la révolution syrienne à nouveau avec une nouvelle génération. Aujourd'hui, il y a plusieurs manifestations énormes dans le sud de la Syrie, dans une ville qui s'appelle As-Souaïda, et aussi dans le nord-ouest, à Idlib, et un peu dans l'est, même sur la côte, c'est-à-dire parmi les gens qui soutiennent ce régime, on trouve des nombres d'eux qui ont commencé de résister contre lui, parce que pour plusieurs raisons, à cause de la situation économique qui est Oui. devenue horrible. Aujourd'hui, on a le dollar. Juste hier, il coûte 3500 livres syriens et avant la guerre, c'était 50. Vous voyez la différence? Donc, les gens ne supportent plus la situation. Et là, dans quelques jours, on aura une nouvelle loi qui s'appelle Qaysar, qui va sortir, qui va être appliquée par le Congrès aux États-Unis, qui punit le régime syrien et qui c'est une loi économique et ça va être un puni très très dur contre le régime. Et donc, à cause de la situation économique et en plus, comme la situation est devenue stable, c'est-à-dire la guerre là, le régime, il dit que la guerre a fini. Ok, la guerre a fini, les terroristes ne sont plus là. Et là, nous voulons renverser le régime à nouveau. C'est-à-dire, on va jamais arrêter. C'est pour ça, la nouvelle génération, comme on dit, il a appris ce grain, il a appris ce feu, cette flamme qui s'appelle la liberté. Cette flamme ne va jamais éteindre.
Et cette flamme, c'est le rêve. Et ce rêve, c'est le dernier syrien qui continuera pour toujours. Merci. Tes personnages sont vraiment importants, intéressants. Et comme tu disais, le personnage principal, c'est cette femme, Joséphine. Pourquoi Joséphine d'abord? Pourquoi ce prénom, Joséphine? C'était un pseudo, en fait. C'était pas son vrai nom. Oui, C'est pas son vrai prénom. En fait, elle était fan de Josephine Baker. oui, L'américaine. D'ailleurs, en fait, la plupart des gens, des militants en Syrie, ils avaient aussi pseudonyme. Personnellement, je pseudo. m'appelais Abdullah. Abdullah, ce n'est D'accord. pas mon vrai prénom. Et donc, Oui, et d'ailleurs, aussi Joséphine, en fait, j'ai inspiré son personnage de plusieurs d'accord. femmes dont j'ai rencontré en Syrie. Oui, Ces femmes qui étaient tellement courageuses, même elles m'ont sauvé la vie plusieurs fois, parce autant hommes musulmans sunnites avec à la base j'avais une vraie carte d'identité avec mon vrai nom, avec mon vrai prénom, c'est-à-dire je entre dans un quartier pro-régime d'Assad. Alors ces femmes qui étaient des Alaouites, ils m'ont couvert afin que je ne sois pas arrêté. Et c'était tellement risqué contre elles. C'est pas seulement moi, c'est-à-dire ils ont sauvé la peau de plein de militants en Syrie. Même ils ont enfoui des militants demandés par les services de renseignement. Alors pourquoi le personnage principal est une femme? À mon oui, avis, c'est normal parce que la révolution syrienne était déclenchée par des femmes. C'est elles qui organisaient des manifestations, c'est elles qui d'accord. transformaient les médicaments, les caméras, etc. À travers les checkpoints. D'ailleurs, parce ils avaient d'ailleurs la possibilité, parce que les militaires syriens ou la police syrienne ne fuient pas trop les femmes, ils fuient plutôt les hommes parce qu'ils doutent que c'est un homme armé, c'est un homme militant, etc. Et ils sont nuls, ils savent pas que les femmes sont encore plus nombreuses des femmes, des hommes. Voilà. Et en plus, en fait, malheureusement, on n'a pas parlé suffisamment du rôle des femmes pendant Oui, la révolution syrienne. Et c'est pour ça que j'ai profité de parler à travers ce que j'ai vécu. merci Omar. Et alors, on a d'autres personnages vraiment aussi intéressants. On a Youssef. Tu peux nous parler de Youssef? C'est aussi un personnage inspiré de plusieurs dont j'ai rencontré en Syrie. D'ailleurs, Oui, toutes les histoires dans le roman sont des histoires, soit j'ai vécu, soit je connais des oui, gens qui ont vécu. Youssef, comme je viens de dire tout à l'heure, c'était un homosexuel. Il s'appelle d'ailleurs son vrai nom, il s'appelle Youssef parce que sa mère l'a appelé Youssef au nom du prophète égyptien qui était très beau. Toutes les femmes tombaient amoureuses à lui. Sauf que Youssef, dans le roman, était homosexuel. Alors, sa mère, elle voulait qu'il soit beau pour séduire les femmes. Et lui, ils étaient hors champ, comment dire. Ils n'étaient pas du tout sur ce terrain. Et en fait, c'est ça a commencé sa propre révolution. Parce que chacun et chacune de ces groupes, il avait aussi sa propre résistance contre sa famille, contre la communauté où il vit. Car malheureusement, la société syrienne était séparée depuis, même avant l'année 63, quand le parti Baas, qui a pris le pouvoir, qui a fait son coup d'État, a commencé de séparer les Syriens entre des communautés, entre des sunnites, des alaouites, des chiites. Les chiites sont pas nombreux, mais la plupart sont des sunnites, des chiites et des chrétiens et des druzes. Et depuis, on n'avait jamais une vraie conversation au temps syrien. C'est-à-dire, la nationalité syrienne n'avait plus de valeur. Et mm, donc, ces jeunes, ils ont commencé cette révolution contre leur propre communauté en disant qu'est-ce que ça veut dire d'être sunnite? Parce que Youssef, il était éduqué dans une famille sunnite. D'ailleurs, comme Mohammed, qui est mon mm, amant, qui est son amant qui vivait à Damas, qui était aussi dans une famille, qui était né dans une famille salafiste, très croyante, etc.
Et tous les deux, ils ont révolté contre cette communauté. Et je crois, si la révolution ne commence vraiment pas contre sa propre famille, contre les tabous dans la société, n'a aucune valeur si c'était seulement une révolution politique. Et donc, le destin, la fin de l'histoire de Youssef, il sort de la Syrie avec son amant, avec Mohammed, mais chacun donc, c'est-à-dire Mohammed, il sort de Damas et Youssef, il sort de Homs. Parce que ça, c'est aussi un sort de paradoxe. Parce que leur pays n'arrive pas à les réunir. Donc, ils sortent à l'exil pour qu'ils se retrouvent à nouveau dans l'exil. Alors, je ne vais pas raconter toute la fin Non, faut pas, c'est ce que j'allais dire, parce qu'après, on dévoile tout, c'est dommage. Sinon, on peut pas vendre le roman. Voilà. Il y a Khalil aussi. Khalil, qui est Oui, amoureux de Joséphine, on peut dire. justement, aussi l'histoire de Khalil, parce qu'elle est inspirée d'une vraie histoire d'amour dont j'ai vécu en Syrie avec une femme. Mais Khalil, alors heureusement, j'étais pas emprisonné comme Khalil, mais donc j'ai appliqué, Khalil était arrêté à Damas. Et toutes les histoires très violentes, horribles, la torture dont il le vit dans la prison, sont des vraies histoires des gens qui étaient arrêtés. Et jusqu'à aujourd'hui, dans plusieurs prisons en Syrie, euh, on a des dizaines de milliers de Syriens qui souffrent, qui subissent de ce torture. D'ailleurs, la loi Qaysar dont je viens de parler, la loi américaine, Mhm. il était sorti grâce à un policier qui travaillait avec le régime dans une de ces prisons. Et il a filmé environ 55 000 cadavres torturés à mort dans ces prisons. Et il a fui dehors de la Syrie avec ses photos et il a représenté, il est arrivé aux États-Unis, il a représenté ses photos au Congrès. Et c'est comme ça, grâce à ses photos, grâce à son témoignage, on a cette loi. Mais il y a toujours des gens arrêtés en Syrie. On ne sait pas où ils sont, s'ils sont morts et s'ils sont vivants. J'ai plusieurs personnes de mes proches on ne sait pas où ils sont. Voilà. Et donc Khalil, voilà, il est en prison. Voilà, il subit de la torture, de frappe, etc. Et ça, c'est son destin aussi. Et donc, on ne sait pas s'il va sortir de prison ou pas. Il faut lire le roman pour savoir. Oui, exactement. Euh, Est-ce qu'on peut parler, Omar, moi je dirais d'une triple révolution. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou, Excusez-moi, je n'ai pas compris le mot triple. pardon, une triple révolution? C'est pas seulement une révolution politique, c'est aussi une révolution sociale, une révolution sexuelle, une révolution de tous les tabous quelque part. Est-ce que c'est ça? Justement, parce que même c'est une révolution culturelle. Et je crois que Oui, c'est normal d'avoir une révolution contre tous les tabous, surtout les tabous de la société. Par exemple, il y a un groupe des jeunes à côté de Damas, dans une petite ville qui s'appelle Daraya. Daraya, ils étaient assiégés pendant environ 3 ans par l'armée du régime dans des conditions vraiment horribles. Et mhm, pendant ce temps, pendant ces années, il y avait des bombardements qui tombent sur la ville. Ces jeunes, oui, ce qu'ils ont fait, ils ont, dans une cave très grande dans la ville de Daraya, ils ont ouvert une bibliothèque où ils ont réuni des milliers de livres afin oui, que les gens entrent dans la cave. Euh, D'un côté, ils sont protégés des bombes. D'un autre côté, il arrive à lire. Et grâce à il y a des gens qui ont vu et qui ont lu des centaines de livres. On était en train de parler juste avant l'enregistrement, Valérie, que vous avez lu beaucoup de livres pendant le confinement. Et alors, oui, ces jeunes-là, ils vivaient un sort de confinement, mais d'un autre, comment dire, un autre côté, un autre type de confinement. C'est-à-dire, ils étaient forcés d'être confinés. D'ailleurs, la comparaison entre le virus dont on subit jusqu'à oui, aujourd'hui oui, et le régime de Bachar al-Assad,
je trouve cette comparaison un peu excitante, car on trouve qu'il y a pas mal de points partagés entre les deux. Entre Corona, à cause de le virus, à cause de lui, on ne peut pas respirer. Il est partout autour de nous. On ne sait pas comment on peut le rattraper. C'est exactement ce qu'on souffre dans un régime dictateur, c'est-à-dire dans ce régime, chez ce régime, on ne sait pas. Les services de renseignement du régime, c'est peut-être notre voisin, notre ami, on ne sait pas, on a confiance à personne. Et ce régime aussi, il nous espionne partout, on n'a aucune liberté et en conséquence, on ne peut pas respirer à cause de lui. Et donc, en revenant à votre question, c'est vrai, en fait, et je crois que toutes les révolutions, d'ailleurs, par exemple, la Révolution française a commencé contre les rois, et ensuite, il y avait les nouveaux chefs de la Révolution qui sont devenus, comme Robespierre, qui sont devenus des dictateurs. Donc, on avait besoin encore une nouvelle révolution pour les faire tomber, et encore une nouvelle révolution, une nouvelle révolution. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui en Syrie. C'est-à-dire, ça fait seulement 10 ans cette révolution a commencé. Je ne crois pas qu'il va finir bientôt. Et notre génération, il va pas voir la Syrie démocrate. Je crois Oui, pas. Ça sera encore une nouvelle génération. Et ce que je suis vraiment très, très content ces jours-ci parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, ces jeunes, c'est-à-dire en 2011, quand la révolution syrienne a commencé, oui, les enfants qui avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Ça y est, ils sont des adultes. Ils ont leur manière de penser. Ils sont encore plus forts que nous, plus progressés. Et ils sont encore mieux progressés que nous. Et ils utilisent très bien la technologie. Là, ils manifestent partout. Ils sont malins, ils sont forts, ils sont intelligents. Et voilà, ça finira jamais, quoi. Euh, Omar, pourquoi tu as choisi le roman cette fois-ci comme forme d'écriture? Je crois, en fait, le thème romanesque m'aide à exprimer ce que je ne peux pas exprimer. D'ailleurs, parce que je peux utiliser aussi l'imagination, la fiction. Et Oui, ce roman est un roman d'inspiration autobiographique, oui, inspiré des vraies histoires dont j'ai vécu. Le seul romanesque est idéal pour aussi garder, disons, archiver la oui, mémoire par une manière littéraire. Parce que malheureusement, dans le média en général, on ne oui, peut pas archiver, on peut archiver les infos, les manifs, etc. Mais qui va archiver l'âme des villes? Qui va archiver les moments les plus chaleureux dont on a vécu? Je crois que c'est le style romanesque. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. En plus, c'est très beau d'écrire un roman, j'adore. Et d'ailleurs, en fait, c'est marrant parce qu'auparavant, je n'écrivais pas des romans, oui, j'écrivais pas de la poésie. oui. Lorsque j'ai écrit un récit qui s'appelle Le Petit Terroriste, je l'ai écrit en arabe. Et, Mm. euh, et ce récit, je savais qu'il ne va pas sortir dans le monde arabe parce qu'il critique l'islam, le texte coranique, etc. Et à ce moment-là, après cette écriture, j'ai rencontré mon éditrice, Louise Damon, et elle m'a dit, on va pas traduire ce livre, non, tu vas réécrire en français. Donc c'était encore, en fait, c'était un peu aussi comme une nouvelle révolution pour moi, à travers la langue. Oui, c'était vraiment une C'est aventure chouette. d'écrire une nouvelle langue, c'est incroyable. Et donc j'ai réécrit le roman, ce récit, le petit terroriste, en français. Et depuis, j'ai commencé de penser en français, et écrire en français, et rêver en français. Et donc alors le dernier Syrien, je l'ai écrit directement en français. D'accord. Et Ouais. moi, c'est magnifique. J'ai découvert que c'est magnifique d'écrire un roman quand même. Voilà. C'est-à-dire, on crée un roman, c'est comme créer un nouveau monde. Vous voyez. Comme on dit en français, refaire le monde. Donc là, recréer le monde peut-être avec le roman. Et comment j'ai entendu une fois une interview de toi et tu disais que tu rêves en français et tu pleures en arabe, c'est ça? Ou Oui, tu peux nous dire, enfin, nous oui. En expliquer? fait, je crois que c'est la situation de pas mal des réfugiés, pas seulement dans Oui, la géographique.
mais aussi des réfugiés dans la nouvelle culture où ils vivent. Euh, pleurer en arabe, donc on garde, c'est-à-dire on garde la mémoire. Moi, je D'accord. suis sorti de la Syrie, j'avais 25 ans et j'étais éduqué Oui. dans le monde arabe, dans la culture arabe, dans la langue arabe, même dans la vieille langue arabe, c'est-à-dire la langue de la poésie ancienne, la langue coranique, etc., la langue officielle littéraire. Et dans un seul coup, je me retrouve dans une nouvelle culture. Je trouve que c'est riche parce que, alors, quand on est fort dans sa langue maternelle, on peut être encore si fort, encore plus fort dans une nouvelle langue. Et donc, évidemment, aujourd'hui, comme j'écris en français et je lis en français, je lis plus en arabe, quasiment pas. Et je parle tout le temps en français. La langue française, c'est la langue de présent et la langue de l'avenir aussi. Sauf que quand je suis entre, comment dire, entre moi et moi, ce que l'on appelle la schizophrénie, c'est la Oui. situation de pas mal de réfugiés, hein, la schizophrénie, le paradoxe. Oui. C'est-à-dire, quand je réfléchis entre moi, ou parfois avant que je dors, ou parfois, c'est marrant parce que parfois, je Mm. chante en arabe sans faire attention. C'est-à-dire, je chante une chanson dont je ne l'avais pas chantée D'accord. depuis 10 ans, ou longtemps, Et- en se réveillant. C'est bizarre quand même. Donc, c'est pour ça, mm. en fait, que je l'appelle, je pleure en arabe parce que c'est la langue de la mélancolie. Pour dire pas la nostalgie, parce que la nostalgie, à mon avis, c'est un mot banal pour l'exil. L'exil est encore plus profond, plus fort que la nostalgie. Et donc, c'est la langue un peu de la mélancolie et une langue reste chaleureuse dans la pensée, dans la mémoire. C'est la langue des chansons de ma grand-mère quand j'étais petit pour dormir, par exemple, vous voyez. Donc ça me manque, évidemment. Et ce manque, voilà, je l'appelle, je pleure en arabe. Parce qu'en plus, je ne peux pas pleurer en français parce que je suis content en France. Peut-être à l'avenir, je vais pleurer, je ne sais pas, en français. Merci Omar. Euh, Il y a aussi quand même de l'espoir dans ton roman, on peut le dire. Oui, en fait, c'est Mohammed, c'est pas moi. C'est Mohammed, un des personnages qui a étudié l'histoire. Et Oui. lui, il était bisexuel, pas comme Youssef. Mohammed, je redis, c'est l'amant de Youssef. Et lui, il a étudié l'histoire à l'université et comme il vit dans une situation terrible, parce que l'homosexualité, vous savez bien, c'est tellement interdit en Syrie, même c'est puni dans la loi, c'est 3 mois en prison, au moins 3 mois en prison. Et dans la société, c'est être un homosexuel, c'est-à-dire être un pervers, il n'est pas du tout désirable, on le sait, on le frappe, etc. Et Mohammed, il était bisexuel, c'est-à-dire il était aussi fiancé. Et en même temps, il avait une relation avec un autre garçon, un garçon. Il était fiancé avec une fille, il avait une relation avec un garçon qui est Youssef. Donc, ils étaient complètement perdus, ils étaient très seuls. Il était aussi très seul à cause aussi de son éducation, parce que son père était arrêté, il était éduqué avec sa mère dans la peur, un peu, la peur de la société. Il était vraiment très seul, il n'était pas du tout le bienvenu ou accueilli même dans l'école parce que son père était emprisonné parce qu'il était opposant, il était contre le régime d'Assad. Et donc, une fois quand il devient adulte, il n'avait pas d'amis, Mohammed. Et donc, il se refuge dans l'histoire où il cherche ce sujet, l'homosexualité au Moyen-Orient. Pourquoi? Bon, il découvre que c'était comment dire, c'était très normal dans l'histoire, surtout pendant l'époque abbasside. Il y avait plusieurs poètes qui étaient homosexuels, comme Abu Nuwas, et d'ailleurs, il parle de ça. Même il y avait plusieurs califes comme Al-Wasir, qui avait un amant qui s'appelle Muhaj. On découvre leur histoire dans les livres historiques où ils écrivent des poèmes sur leur amant, etc. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Et Mohammed, il se demande tout le temps, alors, comme c'était, c'était permis pendant l'histoire, ce sujet, l'homosexualité, pourquoi ça est devenu interdit aujourd'hui? Alors d'ailleurs, dans l'islam, l'homosexualité, évidemment, c'est interdit et c'est puni, etc. Mais il y avait des exceptions dans l'histoire, dans certaines époques où on était libre, où pas tous les détails de l'islam, de la religion étaient appliqués forcément sur la société. Mais malheureusement, à partir quand l'islam politique a commencé à contrôler le monde arabe, surtout le Moyen-Orient, il y avait beaucoup de tabous et on est revenu vers à nouveau au Moyen Âge, à nouveau au salafisme, à nouveau à l'interdit, où les imams contrôlent tous les détails de la vie. Et c'était le cas
pour plusieurs côtés de la société en Syrie. Donc, Mohamed était historien et donc il raconte des anecdotes de l'homosexualité et j'ai intégré ces anecdotes dans le roman. Omar, la poésie, ça tient Oui. toujours une très grande place dans ta vie, j'imagine. Quand tu es Euh, arrivé en France, tu connaissais, j'imagine, la poésie des auteurs français. Qu'est-ce que tu connaissais qu'est-ce que tu avais envie de découvrir en plus au niveau des En poètes? Et fait, est-ce que tu n'as pas été déçu en arrivant en France? Je ne sais pas. Plein de, excuse-moi, je non, il y a pas, pose plein de en questions en fait, même temps. ouais, on parle de la poésie, c'est pour ça qu'il y a plein de questions. Oui, voilà. En fait, oui, en fait, j'ai lu la poésie française quand j'étais jeune Oui. à l'université, car j'ai étudié la littérature arabe et pendant notre étude à la fac, on étudie aussi la poésie occidentale, mais même avant ceci, c'est-à-dire quand j'étais au lycée, Mm. j'avais lu Paul Éluard et qui m'a beaucoup touché. Ses poèmes sur la liberté, sa parole sur les femmes. C'était un grand homme pour moi, Paul Éluard. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas. J'ai lu aussi Aragon, le Fou d'Elsa. Et d'ailleurs, le Fou d'Elsa a été inspiré, je l'ai découvert après, c'est incroyable, quand Aragon, il a inspiré ce livre le nom de ce livre, Le Fou d'Elsa, d'un poète arabe très ancien qui s'appelle le Fou de Leïla. Et il l'a D'accord. appliqué même, il le dit dans le Fou d'Elsa, je crois. Non, il le Oui, dit car il parle de Fou d'Elsa, peut-être. Voilà. d'accord. Et j'ai lu aussi Baudelaire, Les Fleurs de Mal, je l'avais lu en arabe. Et d'ailleurs, les poèmes de Baudelaire, ils me rendent vraiment ivre sans boire de l'alcool. C'est incroyable, ces poèmes. Sa langue, quand même, magique. Et même dans la langue arabe, hein. Donc, arrivant en France, Oui. une fois quand je suis tombé à Paris, parce qu'il y a l'image, vous voyez, c'est le cliché sur Paris, au Moyen-Orient, même sur toute la France, c'est, c'est le pays, Paris, c'est la ville, il l'appelle la ville de lumière, la ville de lumière, et la ville de théâtre, la ville de l'art, la ville du vin, la ville de la littérature et surtout de la poésie. Parce qu'en plus, en fait, la révolution, disons, si on peut dire la révolution vraiment poétique sur la langue, la nouvelle langue dans la poésie, c'est vrai, dans l'histoire, elle est sortie de la France. Et donc, on a gardé cette image dans le monde arabe, surtout en Syrie. Et donc, arrivant à Paris, je vivais toujours dans cette image, vous voyez. Et je ne savais pas que la première chose dont je vais voir en sortant de l'aéroport Charles de Gaulle, ce n'était pas du tout de la poésie, mais je vais voir le RERB qui m'attendait, je vais voir les métros, je vais voir les papiers administratifs dont je suis jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Mais petit à petit, en fait, dès que j'ai appris la langue française, j'ai redécouvert la poésie française Oui. dans la langue française. Donc, je l'ai relu en français et c'était vraiment un autre univers encore. C'est-à-dire, quand j'ai relu Paul Éluard en français, c'était pas pareil, c'était pas du tout pareil en arabe. Euh, voilà. Et donc, je continue d'écrire la poésie en France. En Syrie, j'avais deux livres, deux recueils de poésie. Et en France, j'ai publié un livre en 2016 qui s'appelle Loin de Damas. Et j'avais aussi publié un autre livre en 2014 qui s'appelle, ah merci, qui s'appelle, mais là on parle de dernière série, hein, là, ça c'est la poésie. Quoi. Euh, bon, merci en tout cas. Voilà, et La mort ne se dit pas les Hébreux aussi, qui était sorti en 2014. Et à l'époque, j'écrivais la poésie en arabe, mais aujourd'hui, je l'ai écrit aussi en français. D'accord. Euh, c'est marrant en fait, j'écris dans les deux langues, Ouais. surtout la poésie, parce que la poésie, il garde un coin, il garde un lieu dans l'âme, il garde un lieu dans la mémoire, dans la pensée, un lieu tellement chaleureux. Ouais. Rien ne peut le remplacer, vous voyez. Et, Mm. évidemment, écrire un roman, c'est magnifique, mais la poésie, il garde toujours sa chaleur, voilà, son chaleur. Et aujourd'hui, je sais aussi parfois d'intégrer un ou plusieurs poèmes dans mes romans. Voilà. Mais depuis Dis-moi, Loin de Damas, je n'ai pas publié de la poésie. Ouais.
Dis-moi, Omar, pour toi, Oui. l'écriture, c'est une façon de résister? Bien sûr, de résister et d'exister aussi. Parce D'exister. qu'après tout ce qu'on a, les deux en fait, Oui. exister pour exister et résister pour exister peut-être. Et en fait, c'était ma seule manière en Syrie. C'est-à-dire avant la guerre, avant la révolution, c'était mon seul pays était l'écriture littéraire, surtout de la poésie. Et une fois quand la révolution a commencé, je n'ai jamais écrit pendant un an parce qu'il y avait d'autres rêves, il y avait d'autres choses beaucoup plus importantes qui étaient les manifestations, sauver le pays, la liberté, etc. Et je me Mhm. disais tout le temps, ce que je voudrais vraiment faire une fois que cette guerre arrête, c'est revenir à mon écriture, à mon univers chaleureux, loin de tout ça, etc. Mais voilà, donc la guerre n'a jamais arrêté. Et finalement, je suis arrivé en France, mais l'écriture, je crois, elle nous accompagne où on va. Et ce pays chaleureux qui s'appelle l'écriture, où on va géographiquement, il reste à l'intérieur de nous comme une force pour continuer aussi. Ouais, c'est-à-dire, bien sûr, à l'époque, j'écrivais en arabe, aujourd'hui, j'écris en français, mais ça s'appelle toujours l'écriture. Aujourd'hui, j'ai redécouvert ce pays, j'ai redécouvert cette maison de ma vie dans la culture française, dans la langue française. Et je découvre, chaque jour, je découvre une nouvelle chose à travers quand j'écris dans cette langue. Je trouve aussi que c'est une richesse et une chance quand on était éduqué dans une langue et on écrit dans une nouvelle langue. Donc, évidemment, et en plus, après tout ce qu'on a perdu en Syrie, la seule manière pour moi de continuer cette résistance contre ce régime fasciste, c'est l'écriture aujourd'hui. À Merci l'avenir, beaucoup. je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est l'écriture. Oui. Merci beaucoup, Omar. Je vous en prie, Valérie. Merci à vous. Donc, le dernier Omar, série. ouais. Voilà, le dernier Syrien. Magnifique livre, plein de poésie aussi. Ça, c'est Joséphine. Oui. Voilà, et Joséphine. Oui. Omar, je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous venez de dire quelque chose qui est très beau, que l'écriture était un pays. Est-ce qu'il y a des frontières dans ce pays de l'écriture pour vous? Je crois pas, en fait. C'est le seul pays sans frontières, je crois. Parce Oui. oui, on a des médecins sans frontières, on a des clowns sans frontières, donc on peut être aussi des écrivains sans frontières. On a un pays sans frontières. Encore, on le mérite, je crois. J'ai une question. Il y a Florence qui voudrait savoir, est-ce qu'on peut écrire dans une autre langue des choses qu'on ne peut pas écrire dans sa propre langue ou l'inverse? Oui, en fait, je crois pas que d'autres choses, mais plutôt la manière d'écrire les choses. Par exemple, il y a certaines expressions dont je voulais exprimer en français. J'utilise parfois des vocabulaires arabes, les images arabes, parce que je viens du Moyen-Orient où le soufisme, les images sont différentes. Le soufisme, c'est un type de poésie de l'époque abbasside. Donc, ce n'est pas, j'essaie d'intégrer cette manière de penser ou cette manière ces images, ces métaphores surtout, dans la langue française et l'inverse, bien sûr. Donc, je ne crois pas que on écrit une nouvelle chose, mais on exprime par une nouvelle manière. D'accord. Donc, toujours dans ce système, dans ce même esprit, il y a Olivier qui demande qu'est-ce qui n'est pas possible en écrivant en français? Je crois, alors pour moi, ce qu'il n'est pas possible à écrire en français, c'est rien. Je peux écrire tout ce que je voudrais écrire en français parce que je trouve que c'est une langue vraiment large, une langue très très riche au niveau de vocabulaire, au niveau de manière de parler, d'exprimer et de construire les phrases. Et à quel point elle est loin de la langue arabe, à quel point elle est riche. D'ailleurs, les deux langues sont vraiment riches, mais chaque langue a sa richesse. Et une des choses qui m'ont, comment dire, choqué ou qui était vraiment très dur pour moi quand j'ai appris la langue française, c'était en 2013, dans une école à Paris, c'était le temps. Parce qu'en arabe, on a seulement trois temps. On a le passé, le présent et le futur. Alors en français, on a
Oui, On parle plus là. On a l'imparfait, le plus parfait, le passé composé, le passé simple, le passé intérieur, le passé extérieur. Non, ça n'existe pas, le passé extérieur. C'est c'est vraiment pas très mal le compliqué. passé extérieur, hein. Pas mal, C'est oui. cool, hein. Grave. Ça peut servir à Voilà. certains. Juste en fait pour savoir la différence entre le brusco parfait et l'imparfait, ça m'a rendu complètement fou. J'avais besoin des mois pour savoir parce que je n'arrivais pas d'imaginer cette différence. Mais une fois quand j'ai bien compris, je sais pas si j'ai bien compris, mais j'essaie de comprendre la différence entre les temps en français. Je découvre à quel point c'est une langue vraiment riche, à quel point on peut exprimer là-dedans. Donc, personnellement, je peux dire ce que je voudrais dire en français. Oui, donc vous n'avez pas de contraintes en fait. Vous êtes pas de Pas limite, pas de encore. contraintes. Non. Parfait. Marc, tout à l'heure, rebondir quand vous avez dit que c'est pas moi qui ai de l'espoir, c'est mon personnage. Est-ce qu'on peut avoir moins d'espoir que votre personnage? Euh, En fait, je crois tous les personnages dont j'écris, sur lesquels j'écris dans mes romans, sont des parties de moi. Comme je viens de dire, je suis un peu schizophrène, comme je vis entre deux cultures et deux mondes. Donc tous ces personnages sont, et je crois chacun et chacune de nous, il a plusieurs personnages à l'intérieur de lui. Donc, mais quand je parle d'un des personnages, c'est-à-dire je parle d'un des personnages de moi, vous voyez. Et évidemment, en fait, je trouve peut-être c'est plus de liberté, pas de liberté à cause de l'interdit, mais de liberté d'exprimer à travers un des personnages, parce que là, il est indépendant et je peux le construire euh, comme je l'imagine, vous voyez. Donc voilà, je peux exprimer à travers un des personnages, surtout quand j'utilise la troisième personne, il ou elle, à travers à la place de je. Mais bien sûr, ça dépend le contexte, ça dépend le roman, ça dépend le livre, etc. Moi, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'il y a de plus syrien en vous et qu'est-ce qu'il y a de français en vous aussi? Oh là là, Euh, en fait, je garde toujours des gestes de la vie quotidienne au temps syrien. Et, mais en fait, par exemple, la plupart de mes amis qui sont, ils sont français, je sors avec eux, on boit ensemble, on discute ensemble. Je me sens plus étranger quand même, vous voyez. Je n'ai jamais senti étranger parce que je crois le vrai pays, c'est où on trouve notre liberté, on peut rêver. En Syrie, malheureusement, on n'avait jamais le droit de rêver. Et alors, ce qui est syrien, peut-être certains détails de la vie quotidienne. Et aussi, c'est la mémoire qui reste pour toujours syrienne pour moi. Et je trouve heureusement l'équilibre avec cette mémoire. Par exemple, quand je pense à ma mère, elle est syrienne et elle va rester syrienne. Elle va jamais être d'une autre nationalité. Voilà, disons la mémoire et certains détails de la vie quotidienne. Mais tout le reste, c'est français. Je me Parfait. débrouille, hein, je sais pas, c'est tout le Mais reste. vous parlez très bien français, vous écrivez très bien le français, hein, je vous rassure, hein, donc Merci. il n'y Je a sais aucun pas. souci là-dessus. Et moi, est-ce que vous auriez un conseil de lecture à donner aux lecteurs qui nous écoutent? Un livre qui vous a marqué ou un livre que vous avez lu récemment? Il y a d'abord mes livres, parce que je suis écrivain un peu égoïste. Non, je rigole. Vous avez Mais, raison, vous avez raison. non, non, je rigole. En fait, oui, je viens de lire. D'ailleurs, il y a mon écrivain euh, actuel préféré, c'est Christian Boban. J'aime beaucoup ses Ah, romans parce que c'est vraiment rare de pleurer de la joie quand on lit un livre. Et cet écrivain, quand je le lis, surtout quand je finis un de ses romans, d'ailleurs, je n'ai pas du tout que le roman, je n'ai pas du tout envie que ce roman finisse, surtout le livre qui s'appelle L'homme, la joie, et un autre livre qui s'appelle Une grande vie. Et il a un style sublime. Et il y a aussi un autre écrivain que j'aime beaucoup, s'appelle Didier Donax. Et Didier Donax, il a un roman que je propose à tout le monde de lire, vraiment. S'appelle Caché à la maison des fous. Et dans ce roman, Didier Donax, il a un style, d'ailleurs dans tous ses romans, mais Arcana Arcana, etc. Mais dans ce roman qui n'est pas grand roman, mais il est vraiment très riche, il a un style si simple, si profond à la fois. Et il parle de Paul Éluard quand il était caché à l'époque des nazis pendant la Deuxième Guerre dans une maison des fous pour éviter d'être arrêté par les nazis. Et, il tombe amoureux avec
avec une infirmière qui travaille dans cet hôpital. Mais ce qui est incroyable dans ce roman, c'est qu'on vraiment on vit avec Paul Éluard dans cet hôpital. Voilà, donc c'est Caché à la maison des fous. C'est un roman très, très, très beau, vraiment. Merci. Valérie, est-ce que vous avez un conseil lecture pour nos lecteurs? Oui, alors moi je parlais de tout à l'heure, je montrais le Loin de Damas. Vraiment, j'insiste parce que la poésie de Omar est vraiment magnifique. Moi, ça m'a bouleversée. Donc, faut surtout pas passer à côté de la poésie d'Omar. Et puis, je voulais aussi vous proposer L'écart d'Amy Liptrop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc là, on est dans les Orcades. L'écart d'Amy Liptrop. Donc on est en fait. Oui, pardon. Alors, c'est chez Globe. L'éditeur, c'est Globe. Voilà. Comment on écrit le titre? L'écart. L'écart. L'. Oui. Et C-A-R-T. Merci. Voilà. Donc, en fait, c'est une plongée inoubliable dans le paysage des Orcades, qui est un archipel d'îles au nord de l'Écosse. Et là, l'auteur cherche des réponses dans un paysage, on va dire, insulaire, puisque c'est un roman autobiographique. Voilà. Toute la première partie, on peut dire que c'est beaucoup de questionnements quand elle était adolescente, etc. Et la deuxième partie du roman, c'est vraiment un voyage intérieur et une reconstruction. C'est extrêmement beau, c'est bouleversant, c'est extrêmement bien écrit. Il ne faut surtout pas passer à côté non plus. L'écart d'Amy Liptrop. Voilà. Super. Moi, j'ai choisi un livre qui s'appelle Les animaux de Christian Pieffer, qui est un Américain. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, c'est l'histoire de Bill qui vit qui a un refuge et qui s'occupe des animaux blessés. Et un jour, il voit réapparaître un de ses amis d'enfance qui vient de sortir de prison. Et ça va venir réveiller des choses pas très sympas pour lui. Donc, il va se passer un magnifique roman sur la rédemption. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que l'écriture est très poétique et c'est très noir à la fois. Il y a beaucoup de suspense et ça dénote parce qu'il y a tous les grands espaces de la nature et il y a cette noirceur de ces deux amis d'enfance qui va venir. Et c'est vraiment, donc c'est au livre de poche, ça s'appelle Les animaux et c'est de Christian Pieffer. En tout cas, je rappelle à nos lecteurs qu'il faut absolument aller en librairie, que ce soit dans toutes les librairies de France, dans la librairie de Valérie à l'Arbre à Mots à Rochefort-sur-Mer, pour acheter le roman de Omar Youssef Souleiman qui s'appelle Le Dernier Syrien aux éditions Flammarion, et aussi de trouver les livres de poésie de Omar, parce qu'il faut absolument les lire aussi. Je veux vous remercier vivement d'avoir été avec nous ce soir. Rappelez que moi, demain, je serai là à 19h avec Michael Uras pour son livre L'Iguane de Mona aux éditions Prélude. Je vous laisse le mot de la fin, mais vraiment, je vous remercie d'avoir été avec nous et merci Omar parce que c'était passionnant ce que vous avez raconté sur votre roman. Merci beaucoup. Merci Nathalie pour votre accueil, j'étais très content, c'était super. Valérie. Merci beaucoup Omar. Merci Valérie, merci à vous. Juste une dernière petite question avant que vous partiez. Votre nouveau projet d'écriture? Oui, là je suis en train d'écrire un nouveau roman qui s'appelle Une chambre en exil. Et ce roman, je suis à Marseille en résidence écriture dans un centre culturel qui s'appelle La Marelle pour le finir. Alors, je parle vite fait. C'est un roman qui raconte la vie de la banlieue parisienne, surtout la ville de Bobigny, de le nord-est de la ville de Paris, où je parle des paradoxes de la société dans cette ville où j'ai vécu pendant un an. La société, surtout la communauté arabe dans cette ville, car autant quelqu'un qui vivait là-bas, j'ai discuté avec ces gens, j'ai discuté avec des croyants, des pas croyants, etc., des gens pratiquants, des gens malheureux, des dealers de shit, etc., à Bobigny. Donc, à travers leur histoire, je raconte l'histoire de ma chambre à Bobigny depuis le moment où j'ai perdu mon père en Syrie. J'ai appris la nouvelle où j'étais seul dans ma chambre. Et ensuite, j'étais plongé dans cette société de Bobigny. Voilà. Ben merci pour le scoop. Merci d'avoir parlé autant. C'est rare que les auteurs parlent autant en écriture et en projet. Donc, merci beaucoup, Omar, pour cette… Merci à vous. Merci Valérie d'avoir posé la question. Merci beaucoup. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à bientôt. Et bonne fin d'écriture, Omar. Merci beaucoup. Au revoir, Valérie. Merci. Merci, Omar. Merci, Nathalie.